tout cas, j'aime bien la structure de ton podcast avec l'intro qui est très. J'aime beaucoup ta voix de radio. Ah bon? Ouais, je la trouve hyper apaisante, hyper posée, très réfléchie. Et puis la petite musique, le jingle, tout ça, je trouve ça vraiment bien fait. Ouais, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la musique. Je suis allé la chercher sur un site qui propose des musiques où tu payes Mmh. pour les droits en fait Ouais. de la musique que tu choisis. Et celle-là, je l'ai adorée. Elle a un côté un peu Seigneur des Anneaux qui me Mmh. parle beaucoup. Mmh. Voilà. Et je me suis dit que c'était un peu intense, tu vois, mais genre voilà, dans le bon sens du terme. Et je trouvais que ça allait bien avec Principes fondamentaux, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est génial. Bon, bah tant mieux si ça te plaît. Voilà. Et moi je m'éclate du coup parce que je parle à chaque fois, je parle avec une personne qui a des compétences et un savoir qui n'a rien à voir avec le précédent et Mmh. qui a rien à voir avec le mien parce que moi je sais pas grand chose en fait. Et ça c'est génial. Ouais, moi j'étais en train d'écouter là celui sur la cause animale et waouh, c'est vrai que c'est hyper fort quand il parle là de l'industrie du cuir. Ouais, moi aussi Ouais, ça fait un peu froid dans le dos, hein. j'ai fait exactement ce que t'as fait comme tête. J'ai fait Ouais. donc Ouais, non, c'est. Puis, ce qu'il y a, c'est que c'est des sujets. Moi, la cause animale, je m'étais jamais intéressé. Hier, celui qu'on a enregistré, c'était sur le recrutement. hmm, Le recrutement, je m'y suis pas beaucoup intéressé non plus. Et c'est ça que j'aime, c'est que justement, j'ai cette approche et ce point de vue complètement naïf qui fait que je pose des questions auxquelles peut-être pas mal de gens qui vont écouter pourront ouais, s'identifier. s'identifier exactement. Ouais. Hmm. Enfin, c'est le but en tout cas. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant parce que ça me fait moi me poser de nouvelles questions. Oui. Notamment sur l'habillement. Il disait cuir, fourrure, loi, tout ça, c'est pas, c'est animal. Mais du coup, Oui. là, moi, ce que je porte, c'est l'industrie plastique. Ouais. Du coup, alors ça dépend. On peut y avoir du coton aussi, hein. Il y a les végétaux, mais de plus en plus dans les vêtements, il y a beaucoup d'élastane, d'acrylique, etc. Et pour faire des cours justement là-dessus, ils sont très présents. Et du coup, comment dire, pour enlever une partie, par exemple, si on veut plus enfin, si on veut diminuer la quantité de plastique produite, bah, va falloir trouver des alternatives. Donc, à part faire des grands champs de coton et etc., ça pose la question des solutions. Ouais. En fait, c'est la même chose que pour les énergies, je trouve. Le problème de Mhm. l'énergie. Ouais, de toute façon, on a conscience que, enfin, on a conscience ou pas trop, mais qu'on a mis du pétrole un peu partout, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais pour revenir en arrière, bah, ça va être du boulot. Et on sera obligé de toute façon parce qu'il y a un moment où le pétrole, il y en aura plus, où il sera trop cher. On le voit pas trop ces jours-ci, mais ça arrivera. Ouais, bah c'est inévitable. Mais c'est pas plus mal qu'on change. Voilà. Le changement, c'est positif, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai espoir, je dirais pas bon espoir parce que j'ai peur qu'on reprenne rapidement les mauvaises habitudes, mais j'ai bon espoir que ce qu'on est en train de traverser là, qui est quand même catastrophique, Mm. on peut pas dire autrement, que ça amène du positif en même temps que tout le négatif que ça aura amené. Et j'espère qu'on en tirera des leçons et bon, à voir. Mm. Je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, j'ai réussi à me. Enfin, j'ignore pas le risque sanitaire qui est hyper important et qu'il faut prendre au sérieux. Mais dès qu'on a annoncé ça, je me suis senti hyper heureux en fait. C'est comme si Le on, confinement, tu veux dire? ouais, c'est comme si on changeait Ouais, les paramètres de la vie, tu vois. Et on ouais, lançait une nouvelle partie avec différentes conditions. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que ça crée un décalage et moi, ça me permet de voir comment les gens réagissent. Et du coup, ça me ouais, permet un peu plus de les connaître, de me connaître et d'imaginer demain. oui, d'accord. Donc, je suis tout seul dans mon appartement. Tu vois, j'ai sorti ma guitare, j'en fais tous les jours. C'est un vrai kiff. Mais je Ouais, pense sincèrement que ça peut nous amener à réfléchir encore plus à demain, et notamment à oui, l'éducation. d'accord. Bon, allez, on saute directement dedans. Donc, Tu veux. dis-moi, qu'est-ce que, par rapport à donc, notre sujet central qu'on a convenu avant le début de l'enregistrement,
c'est l'éducation, c'est l'orientation, c'est des choses qui sont proches. Donc, Ouais. tu vas me dire s'il y a un sujet parmi ces deux sur lequel tu veux plus t'engouffrer aujourd'hui, sachant que ça n'empêchera pas qu'on en fasse un autre dans le futur. Euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer quel est comment t'es arrivé dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui nous parler un peu de toi si tu veux et ton rapport à ces sujets éducation, orientation. Super, ouais. Alors tu vas voir qu'ils sont justement très liés pour moi parce que j'ai fait une scolarité, on va dire, somme toute assez classique, pendant laquelle je me suis à la fois beaucoup ennuyé dans certains cours et beaucoup passionné dans d'autres. Du coup, après avoir fait quelques études post-bac assez compliquées en maths et en physique, je suis allé en école d'ingénieur à Besançon sans trop savoir comment. Tu sais, tu passes un concours, plus t'as de points, plus t'es haut classé, et puis tu regardes les meilleures écoles que t'as. Et du coup, j'avais le choix entre l'ENSEM à Besançon, qui est une école de mécanique, et l'ENSMA à Poitiers, qui est plus aéronautique. Et je sais plus trop pourquoi j'ai choisi Besançon, mais en tout cas j'y suis allé. Et ce choix s'est fait sur 10 jours sans trop de vision de ce que c'était, etc., etc., etc. J'y suis allé, j'y ai passé 1 an et demi là-haut. Je me suis fait virer de cette école d'ingénieur. Pourquoi? Parce que j'ai redoublé un semestre et lors du redoublement, je n'ai pas eu la moyenne. Notamment à cause d'une épreuve d'informatique où le prof m'a mis une bulle. Ah. Alors, à vrai dire, comme j'avais fait une prépa maths physique, j'avais fait beaucoup d'informatique, donc j'avais plus de niveau que les autres. Et du coup, comme en plus je repiquais le semestre, j'ai totalement bâclé le projet qu'il m'avait donné. Ouais, sincèrement, c'est de ma faute aussi, hein, mais du coup, il m'a mis une bulle et je n'ai pas pu négocier quoi que ce soit. Faut savoir qu'en cours, il me mettait à part et il me donnait d'autres projets parce que j'avais déjà fait le cours, donc il me donnait d'autres projets pour. Mais il a rien voulu savoir et ça fait passer ma moyenne en dessous de 10. Alors il y avait pas que ça, bien sûr, mais c'était un très gros coefficient. Et puis de toute façon, il y avait plein de matières que je n'aimais pas, notamment la mécanique industrielle, les pivots, les machins. Il y avait énormément de maths, mais c'était pas des mathématiques théoriques où on va s'axer sur le raisonnement. C'était plus des mathématiques dont on cherchait l'utilité, juste avoir la formule, l'application. Ouais. Des mathématiques très appliquées, quoi. Voilà, et c'est typiquement ce que j'ai pas aimé dans les maths avant le bac, c'est que quand tu apprends Pythagore, ben tu as ton triangle rectangle. Hop, voilà, donc c'est très applicatif. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les maths, c'est justement le raisonnement, la recherche de solutions. Il y a différents chemins d'ailleurs. Et donc, je me suis fait virer de cette école d'ingénieur. Et donc, c'était assez compliqué. C'était 7 février 2010. Le 4 mars, donc moins d'un mois plus tard, j'avais eu, grâce au CIO, donc, qui est le Centre d'information et d'orientation de Clermont, le président de la fac de Clermont au téléphone qui me disait « Mais venez en licence, vous êtes bienvenus ». Et du coup, j'ai fait ma rentrée le 4 mars et je m'en souviens très bien. Alors attends, est-ce que tu peux m'expliquer, enfin si tu te rappelles, comment t'es passé de ce moment où tu t'es fait virer finalement et moins d'un mois après, tu étais en contact avec quelqu'un d'important dans l'éducation clermontoise. Alors je m'en souviens. Passage par le CIO. Comment t'as eu l'idée d'aller les voir eux? Alors en fait, ça a été un sacré traumatisme parce que j'ai dû défendre mon steak devant tous les profs de l'école et le directeur juste à côté de moi. Et j'étais le seul élève viré du semestre. Ouais. Donc j'ai ressenti beaucoup d'injustice. J'avais fait 4 ans et demi après le bac, je n'avais rien. J'avais pas de diplôme. Puisque en prépa, en fait, tu n'as pas de... Alors, tu peux passer des équivalences, mais il faut faire les démarches, etc. Et après, en plus, il y a ma copine qui m'a lâché 2 jours après. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai plus rien à faire là-haut. Ouais. Je suis redescendu à Clermont et ça a été compliqué pendant 2 semaines. Puis après, je me suis dit, ça ne sert à rien de vivre, tu vois, dans l'apitoiement le plus total. Du coup, je me suis décidé à m'activer et je suis allé au seul endroit où il y a l'information. C'était à l'époque les centres d'information et d'orientation. Ouais.
J'ai vu une personne qui m'a donné des fiches métiers, qui m'a donné tout un tas de choses. Et puis non, moi je lui ai dit non, mais moi je veux faire des sciences, ça me passionne trop. Et l'intérêt justement de ces centres-là, c'est qu'ils ont un gros réseau. Oui. Et du coup, elle m'a dit, tiens, le président de l'université au téléphone. D'accord. Et donc je l'ai eu et il m'a dit, quand je lui ai dit le parcours que j'avais fait et ma situation, il m'a dit, mais viens, enfin, c'est ouvert. Voilà. D'accord. Et du coup, tu as attaqué au mois de mars ton année? Ouais. J'ai attaqué. Alors, c'était quoi? C'est quoi comme année? C'était une licence. C'était une licence de physique fondamentale. Ah bah oui, je connais. C'est celle que j'ai fait moi. Bah voilà, je suis arrivé du coup début mars. J'avais jamais fait de mécanique quantique, j'avais jamais fait tout un tas de choses. Donc j'ai passé le deuxième semestre de cette licence 3 en 2 mois, puisque les mars, avril, les épreuves étaient début mai. Et puis en fait, après, il fallait que je rattrape le premier semestre. Bah oui. Que forcément, je n'avais pas passé. Et du coup, là, j'ai eu 15 jours de révision pour rattraper tout le premier semestre. T'as passé pendant que les autres passaient leur rattrapage, en fait. En fait, donc j'ai passé les épreuves du deuxième semestre que j'ai eu. Et après, justement, il y avait le rattrapage exactement du semestre 1. Ouais. Et là, ça a été dur, mais je l'ai eu. Donc voilà. D'accord. Belle perf. Oui. Bah, en fait, j'avais une énergie. Enfin, je savais ce que je voulais, puis j'étais tellement remonté contre à la fois le système scolaire et enfin, j'avais une énergie du diable. Et du coup, après, j'ai fait un master de physique des matériaux à Poitiers. Alors, à Poitiers, c'est parce que je suivais mon ex à l'époque. Mais du coup, ça m'a vraiment passionné. Il y avait, si tu veux, la proportion entre les matières qui me plaisaient et les matières qui me plaisaient pas a totalement changé. Donc, il y a des choses passionnantes que j'ai vues. Et quand je résume mes études, je ne dis qu'une seule chose, c'est que j'ai vu les atomes. Tu as vu les atomes. Ouais, j'ai eu la chance de manipuler sur les différents types de microscopes qui existent pour étudier l'échelle atomique. Oui. Et du coup, je m'en souviens très bien d'un TP dans une salle où on avait tous des microscopes à force atomique. Si tu veux, tiens, j'ai mon médiator de guitare là. C'est une pointe. Donc la pointe est faite, c'est juste un atome qui va passer sur une surface. Et donc forcément, quand il y a des atomes, va y avoir ce qu'on appelle un effet tunnel. Donc un très petit courant qui va être détecté, mais du coup, ça permet de mapper un petit peu une surface. Ouais, de savoir à quelle distance se trouvent les atomes les plus proches de ta pointe. C'est ça. Exactement. Et je m'en souviens, il y en avait. Et vous aviez ça en suffisamment d'exemplaires pour tous les étudiants. Ça coûte 30 000 balles, ça. Donc, si tu veux, on en avait 5 ou 6 dans la salle. Ah ouais. Et donc, la pointe, elle est atomique. Donc, juste, tu fais ça, c'est fini. Tu fais tomber, c'est fini. Faut pas parler, faut pas souffler. S'il y a un poids lourd qui passe à côté sur un dos d'âne, c'est fini. Ils ont dû isoler tout un tas de choses. Alors, ces microscopes-là sont moins sensibles que les autres. Les microscopes à balayage et les MET, je m'en souviens plus, à transmission. D'accord. Ils ont dû les isoler, si tu veux, sur un bloc de béton dans du sable. Parce que sinon, ça détecte le train qui passe à 3 km. Ah, j'imagine, ouais. J'imagine. Donc je m'en souviens de ce TP-là et je pense que ça a été une vraie révélation. T'as marqué celui-là. Ah ouais. D'accord. Et finalement, tu t'es retrouvé à Poitiers, là où tu avais dit que tu n'irais pas après ton école prépa, ta classe prépa. C'est ça. Et ma fac, le truc qui est très, très rigolo, c'est que ma fac était à 100 mètres de l'ENSMA. D'accord. Et encore plus rigolo, j'ai trouvé je m'en souviens encore, il s'appelle Guillaume. Il était à l'ENSEM et en fait, il a fait sa 3e année à l'ENSMA. Ah ouais. Donc, parce qu'il y a des réseaux, tu vois, entre les écoles, il peut y avoir des échanges. Ouais, du coup, c'était assez rigolo. Ouais. D'accord. Donc, tes études, elles ont été originales quand même, on peut le dire. Elles ont été originales et surtout que c'est pas fini. Parce que justement, après ce master, c'est posé la question, donc c'est un master pro et recherche, c'est posé la question de la thèse. Ouais. Et faut savoir que j'ai fait mon stage de master en chimie. Ça m'a complètement passionné sur le graphène qui était le prix Nobel 2012, je crois, ou 2010. D'accord.
qui est un matériau assez intéressant à étudier. Mais je l'ai fait en chimie. Et moi, donc, je voulais, si tu veux, combiner plusieurs matières pour essayer d'apporter, si tu veux, ce que je savais faire en physique à un autre domaine. Et du coup, j'ai voulu travailler dans un mix entre les neurosciences et la physique. En gros, travailler sur les traces physiques de la conscience. Ok. Et ça, en fait, ça m'obligeait à aller à Paris, etc. Et c'est un choix que je n'ai pas fait. D'accord. Et puis aussi, la thèse, pour moi, c'était un statut qui est compliqué. Enfin bon, j'ai pas fait le choix là, en tout cas. Mm-hmm. Et je suis revenu à Clermont, et c'est là qu'a commencé mes premiers cours de soutien. D'accord. Et en fait, c'est là qu'est née une de mes 2 grandes passions, c'est justement la transmission et l'aide. Peu importe d'ailleurs, j'en fais en maths et en physique, mais c'est là qu'est née en fait cette envie d'aider les plus jeunes. D'accord. Parce qu'ils sont. D'accord. Donc des cours de soutien à quel niveau en général ? J'ai fait collège, lycée, j'ai fait un petit peu de post-bac, mais j'en fais toujours d'ailleurs. Ouais. Principalement collège, lycée. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on a bien suivi ton parcours pour arriver à cet intérêt pour l'éducation. Donc ma question après, c'était qu'est-ce qui t'attire dans ce domaine ? Donc, en gros, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui fait que t'aimes autant transmettre ? Est-ce que tu l'as identifié ou est-ce que c'est comme ça et puis tu vois pas au-delà ? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a 2 choses importantes. Tout ce que mes études m'ont appris, c'est à m'émerveiller du réel. Alors les sciences, c'est un moyen de le faire. Il y a tout un tas d'autres domaines qui le permettent aussi. En gros, c'est transmettre un peu de l'émerveillement. D'accord. Parce que tu penses que tu fais partie des gens qui s'émerveillent le plus naturellement et peut-être que pour d'autres personnes, c'est plus compliqué de s'émerveiller de ces mêmes choses ? Alors, non, je pense qu'on arrive tous on a une faculté d'émerveillement qui est, alors, pas qui est plus ou moins égale, mais qu'on peut améliorer au cours du temps. Par contre, ce que je me dis, c'est que l'école y participe pas assez. En tout cas, pas de la bonne façon que je trouve. D'accord. Je vais prendre un exemple très simple. On se souvient tous de ces fameux cours au collège où on apprend cosinus, sinus et tangente, avec le SOHCAHTOA, etc., etc. Et en fait, pour moi, la connaissance n'a pas de but si elle n'a pas justement un but d'émerveillement. D'accord. Et maintenant, quand j'explique la trigonométrie, ou en tout cas l'utilité qu'elle peut avoir, j'explique le fait que les Égyptiens, donc il y a 3000 ans, ont réussi à prévoir la circonférence de la Terre avec un bâton et un chameau. Et en fait, c'est simplement de la trigonométrie assez simple. Si tu veux, en même temps, il y en a un qui plantait un bâton au sud de l'Égypte, et à un certain moment, le soleil était vraiment au zénith. D'accord ? Donc il n'y avait pas d'ombre. Oui. Après, on prenait une ville qui était à plusieurs milliers de kilomètres, donc Alexandrie. Il y avait un mec qui faisait la même chose au même moment. Donc il faisait ça, enfin je sais pas précisément, ça devait être à la même date, etc. Il plantait son bâton et forcément il y avait un petit angle. Ouais. Puisqu'entre le sud de l'Égypte et le nord de... Ouais. Et bah du coup, en mesurant cette ombre, le bâton et puis le déplacement du chameau, donc faut bien savoir qu'il y a un gars qui est monté sur un chameau et qui a compté les pas tout en traversant le plus en ligne droite possible vers Alexandrie. D'accord. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est intéressante de Y Penser, qui est un des vulgarisateurs sur YouTube, qui présente ce calcul-là. Et en fait, en expliquant la trigonométrie avec ça, eh ben, tu te dis, waouh! Tu vois, voilà, moi ce que je cherche, que ça soit, peu importe en fait le domaine, les sciences, la transmission, l'orientation, l'entrepreneuriat, moi c'est l'effet waouh, ce que j'appelle l'effet waouh, donc c'est s'émerveiller et émerveiller l'autre. D'accord. Donc en fait, c'est de là que m'est venu l'intérêt à l'éducation.
Et puis un intérêt à l'orientation justement pour que chacun puisse trouver des métiers dans lesquels il puisse s'épanouir justement dans cet émerveillement. D'accord. Ok. Ouais, je vois bien le lien. C'est un peu un mot qui te parle beaucoup, émerveillement, et je trouve ça très intéressant et très inspirant. Euh, dans, euh, en ce qui concerne, tu me disais tout à l'heure, à l'école, des fois, effectivement, on va pas assez aider les élèves à s'émerveiller. On va peut-être chercher à leur faire aller directement à un objectif d'apprentissage, de savoir. Est-ce que tu peux me parler de ta vision des choses à ce niveau-là, de de ce qui continue de te plaire à l'école comme elle est encore aujourd'hui, et ce que tu penses qui mériterait d'être mis à jour, quoi. Alors, ce qui me plaît, moi, c'est le contact avec les jeunes. Alors, je dis les jeunes, ils ont un peu plus, enfin, un peu moins de 10 ans de moins que moi. Mais ouais, c'est le contact avec tous ces gens qui sont là pour, peut-être ils savent pas trop d'ailleurs, mais pour apprendre, pour s'éduquer, puisque c'est l'éducation nationale, pour Ouais. s'instruire, pour se cultiver. Et moi, c'est ce contact-là que je trouve hyper privilégié. En fait, ça permet de toucher énormément de monde. Et il n'y a que l'école qui permet ce contact-là, puisque en dehors, si tu veux, du cercle familial, la chose en commun avec tout un chacun dans la rue, c'est que la plupart des gens, bien sûr, sont allés à l'école. Et je trouve que c'est un formidable vecteur de changement, de développement, de liaison dans la société, si tu veux. En fait, j'ai fait il y a peut-être un an, j'ai eu un flash. Je me suis rendu compte que les gens avec qui on vit dans la classe, c'est les gens avec qui on va vivre après dans la société, puisqu'ils ont le même âge que nous. Ouais. Et en fait, si tu n'apprends pas à bien vivre justement dans cette classe, avec toutes les... Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a tout un tas de... Il y a tout dans une classe. Il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont qui écrasent les autres, il y a des gens qui... D'accord, il y a des gens curieux par tout un tas de domaines différents, il y a des sportifs, il y a des... Et ben, je trouve que c'est passionnant parce que pour moi, c'est une mini-société, tu vois. Hmm. Et donc, ce que je trouve génial, moi, c'est justement ce côté-là là, de vie commune. D'accord. Et du coup, tout ce qui pourrait être amélioré, ça irait justement dans ce sens-là. De plus de cohésion, de plus d'instruction, voilà, enfin de... Ouais. D'accord. Et c'est à repenser Ouais. aussi au prisme de à quoi sert l'école. Ok. Et Euh, alors, du coup, l'école en 2020, à quoi elle sert ou à quoi est-ce qu'elle devrait servir? alors attends, j'ai pris des petites notes. Ah bah encore mieux. Euh, Eh bien, là pour moi, enfin, en tout cas, le constat que je fais, et toi tu vas pouvoir me dire, puisque tu es aussi un peu dans enfin même beaucoup dans ce domaine, c'est que l'instruction se fait par, comment dire, par devoir. On a un devoir d'instruire, on a des programmes, on donne le contenu. Mais je trouve qu'il y a énormément de réflexions à avoir sur les pertinences des contenus. Qu'est-ce qu'on veut développer chez les élèves? Euh, pour moi, changer la société, changer le monde, enfin changer la France, ça passe par l'école. Puisque si on veut, par exemple, pour le réchauffement climatique, un autre de mes points sensibles, si tu veux que des dirigeants d'entreprise en fait, agissent avec cette notion-là en tête, il faut qu'ils soient instruits dès le plus jeune âge avec ces sensibilités-là et avec des solutions. D'accord. Et pour moi, du coup, l'école de demain ou même de maintenant, il devrait y avoir plus de cohésion dans les classes. Donc des activités peut-être un peu plus réfléchies que du sport où les équipes sont sélectionnées. Il peut des fois y avoir beaucoup de violence dans les... Tu sais, je sais pas si quand tu étais plus petit, il y avait les sélections du foot ou du handball. Et, euh, et des fois, moi, j'étais le dernier élève sélectionné. Alors bon, tu vois, voilà, D'accord. essayer d'éviter un petit peu ce genre de choses, mais voilà, réfléchir à comment construire, euh, alors que ce soit pour le groupe ou pour l'individu, des choses pertinentes pour la suite. D'accord. D'accord. Est-ce que
Là, ton anecdote, ça me fait penser à quelque chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément la collaboration et j'ai fait de la compétition, justement, j'ai fait du sport en compétition, j'ai fait ce genre de choses. Je comprends que dans certains cas, la compétition est une volonté de se dépasser. Je trouve ça très intéressant, mais du coup, des fois, ça me fait me demander est-ce que ce serait pas intéressant de favoriser la collaboration peut-être dans plus de domaines et peut-être notamment encore plus à l'école, même si ça doit se faire déjà d'une certaine manière. Voilà, moi, c'est à ça que ça me fait penser ce que tu viens de dire. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que la compétition a en effet des points positifs, justement dans le dépassement de soi, dans le dépassement dans la recherche de ses limites, dans le fait de repousser, de se donner à fond. Le problème, c'est que des fois, ça devient du dépassement de l'autre. Ouais. Du coup, oui, je pense qu'il y aurait énormément à faire en collaboration. Alors moi, ce que j'essaye de faire dans mes classes, et puis, alors c'est expérimental, hein, mais j'autorise, bien sûr, si les élèves suivent un minimum le cours, ils ont le droit de dessiner sur leur feuille. Ils ont le droit de parler un petit peu à leurs voisins. Moi, quand je leur donne des exercices, notamment de maths, je leur dis, mais les premiers qui réussissent, expliquez aux autres. C'est comme ça que vous allez voir si vous avez bien compris. Et peut-être que c'est plus facile à un enfant qui ne comprend pas que ce soit un copain qui lui explique plutôt que le prof qui a encore une position un peu trop hiérarchisée. Ouais, du coup, j'essaie de favoriser un maximum ça. À voir comment c'est possible. Je sais pas si. Alors après, c'est un débat, c'est tout un débat, mais je sais pas si l'éducation nationale. Le problème, c'est l'échelle. Hein, tu sais, moi, si je fais ça, je vais toucher les 3 classes que j'ai. Si l'éducation nationale décide de faire des choses dans ce sens-là, ça va toucher les 5 millions d'élèves qu'il y a en France. Ouais. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ce que tu mets en place toi avec tes élèves, donc on l'a pas précisé, mais quand tu parles les élèves dont tu parles là, c'est des élèves que tu as en classe dans une école de design. C'est des jeunes adultes, donc enfin si tu l'as un petit peu dit, mais voilà. Là on parle plus d'élèves en soutien scolaire, Ouais. collège, lycée. Donc d'une part c'est des jeunes adultes, d'autre part ils sont moins nombreux qu'une classe classique de 35 au collège ou au lycée. Justement, oui. L'exemple que Vas-y, je prenais, c'était sur un remplacement que j'ai fait en mai, excuse-moi, il y a 2 mois au lycée Godefroy de Bouillon. D'accord. C'est avec une classe de 35 de seconde. D'accord, ok. En maths. Et ça marchait? Ça a marché. Alors après, il y a des problèmes sur certaines personnes qui justement sont présentes en cours pour faire autre chose. Ils sont totalement, enfin moi je dis déscolarisés. Ils sont à l'école, mais il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien. Donc ceux-là, ouais, j'ai pas réussi à les amener là-dedans. Mais 80% de la classe, ouais, ça a bien marché, ouais. D'accord. Ok, c'est intéressant. Tu as bien fait de m'expliquer ce que j'avais assumé à tort. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir différentes populations. En effet, une classe de 35 personnes de 15 ans, bah ça va pas du tout être la même chose que des post-bac à 20 qui sont là parce qu'ils l'ont choisi. Mais oui, justement, c'est là que revient un peu le côté scientifique, c'est que j'essaie de faire un peu des expérimentations plus sociales, hein, oui. de mes croyances pour que ça en devienne des savoirs. Bien. C'est beau ce que tu viens de dire. Ça, c'est le genre de choses qui va sortir en citation après l'épisode. Super. Ouais, transformer les hypothèses qu'on a sur l'éducation en, ben voilà, c'est un procédé scientifique, hein. Transformer une hypothèse grâce à l'observation en choses un peu plus solides. Bien, très bien. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton autre dada qui est l'orientation, ou est-ce que tu veux qu'on essaye de continuer d'aller dans cette direction de l'éducation et de l'éducation nationale et de l'éducation éventuellement un peu plus privée. Alors, ou voilà,
c'est toi qui vois. Alors, l'éducation... Parce que tu avais préparé tout, ce que tu m'as dit, j'ai des notes, donc voilà, il faut en profiter. J'ai pris des petites notes simplement pour les références, si tu veux, sur l'historique de l'école. Voilà, pour savoir pourquoi elle a été créée et pour voir l'école de nos jours, est-ce que ça... quel est son but, etc. C'était juste simplement pour amener un peu plus de contenu là-dessus. D'accord. Après, il faut bien savoir que j'ai fait des remplacements dans l'éducation nationale, que ce soit en privé, en public. Mais je n'ai pas le CAPES, je n'ai pas la GREG. Voilà, j'ai simplement mon master en physique. Et d'ailleurs, le truc le plus rigolo, c'est que le rectorat a validé. Alors, j'ai fait un remplacement, le premier à Rion, au lycée Virlogeux, en maths. Donc, j'étais prof de maths. Oui. Et là, j'ai refait la demande en septembre. Ils n'ont pas voulu me valider en maths, donc ils m'ont validé en physique parce que j'avais le diplôme de physique, alors que j'ai mangé des maths en prépa de façon assez intense. Et donc voilà, j'ai fait prof de physique. Après, je préfère ne pas trop en parler, ou en tout cas en parler avec plus d'experts, parce que justement, je considère que j'ai une expérience assez... enfin, qui est la mienne, hein, mais je ne souhaite pas non plus parler au nom de tout un chacun. Ça pourrait être intéressant d'en reparler avec des profs qui, eux, sont beaucoup plus dans l'éducation nationale. Moi, je me considère pas éducation nationale. Je suis à mon compte. Et, par contre, l'orientation, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il est très proche de tout ce qu'on a parlé. Autant, je vais reprendre la classe de 35 ados de 15 ans, là. Je sens beaucoup d'envie, je sens beaucoup de choses en eux, beaucoup d'énergie. Et moi, quand je vois mon parcours scolaire et professionnel, je n'ai été aidé pour mon orientation que 2 fois dans ma vie. Donc une demi-heure en 3e, où une dame m'a dit qu'il fallait que je fasse de la chaudronnerie. Enfin bon. Chaudronnerie. Voilà, merci. Je crois. Basé sur un test, je m'en souviens même plus, peut-être 10 questions. Et puis, mon autre contact, ça a été justement avec le CIO, mais c'est moi qui suis allé parce que j'avais besoin de solutions. Et là, je l'ai trouvé. Et du coup, alors j'en parle beaucoup j'en parle avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses à faire justement sur ça. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'époque du collège et du lycée alors surtout du collège, sont des époques en tant qu'humain durant lesquelles on est le moins aidé. Alors moi, c'était mon ressenti personnel, mais quand je prends un adolescent entre 10 et 15 ans, il va avoir des problèmes de changement du corps, de changement d'humeur, et puis aussi des problèmes scolaires, donc savoir quel est le sens de ce que je fais, et surtout la fameuse question, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Et à cette question-là, en fait, il y a quelques solutions. Il y a les conseillers d'orientation dans les établissements, donc il faut bien savoir que la norme, c'est un conseiller d'orientation pour 1500 ou 2000 élèves, sachant que c'est basé sur le volontariat et que c'est rarement individuel. En gros, c'est les élèves qui doivent se déplacer s'ils ont des questions. Oui. Je ne juge pas, bien sûr, la qualité après de l'orientation qui est faite. Hein, ça dépend beaucoup des gens. Et puis après, il y a les CIO, mais les CIO, c'est compliqué parce que ils sont censés ne plus exister. Enfin, en tout cas, c'est censé passer aux régions. Enfin bon, il y a tout un tas de débats là-dedans. Et je trouve, ensuite, donc, il y a les conseillers d'orientation, les coachs scolaires. Enfin, en tout cas, il y a un manque d'aide pour ces personnes-là, donc pour les collégiens et les lycéens, sur cette question, qu'est-ce que je veux faire plus tard ? D'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer là-dedans. Alors, à cette question, je vais pas leur dire, tu vas faire ça. Je vois pas comment... Enfin, je n'ai pas construit de test de 160 questions, de 100 questions, pour dire, tu es destiné à faire ce métier-là. On est bien d'accord quand on regarde nos orientations personnelles,
que des fois c'est des opportunités, des fois c'est par tâtonnement. Moi j'appelle ça l'orientation par tâtonnement. Moi je suis arrivé à l'éducation totalement par tâtonnement. J'aurais jamais voulu faire prof. Hein. Ah ouais. Ah mais jamais. Hein. Bon bah raté. Mais en fait c'est quand tu te découvres et quand tu découvres l'envie que tu as d'aller dans telle ou telle voie que tu y vas. Et du coup si je peux réduire, si je peux faire gagner 10 ans à une personne en lui faisant découvrir justement des domaines, ben je le ferai. Et du coup c'est ce que je me décide à faire. Avec un outil. Alors c'est plus une méthode que j'ai créée qui se base simplement. C'est vraiment très simple. Hein. Je prends la personne et en 5 étapes, en fait, ça me permet de lui faire rencontrer des personnes du monde professionnel en qui j'ai confiance dans les futurs métiers qu'il souhaite faire. Et du coup, ça lui permet de faire une exploration. Et du coup, moi, je ne fais pas de l'orientation scolaire, je fais de l'exploration. Voilà, je vais pas te dire tu vas faire pompier. Je vais te dire, si tu veux faire pompier, bah, je vais t'en faire rencontrer 2, 3. Une femme, peut-être, quelqu'un. Il y a il y a plein de façons de faire un métier, on est d'accord. Va y avoir des pompiers voilà, qui sont très extrémistes, tu vois. Ils sont volontaires. Ils trouvent que la mission est une des plus belles qu'on puisse faire, et je suis totalement d'accord. Il y en a qui sont peut-être là à cause de l'environnement familial, mais du coup, c'est ces gens-là qui vont pouvoir aiguiller le jeune que je suis, Oui. à la fois sur les formations, à la fois sur le sens. Oui. Voilà, donc voilà, je crée simplement ces petits liens-là. D'accord. J'aime beaucoup ton terme d'exploration plutôt que d'orientation. Voilà, donc tu aides des jeunes à explorer, et après c'est en fonction de leurs propres courtes expériences, que je suppose que c'est pas des stages non plus qu'ils doivent faire avec les gens, c'est des échanges Ouais. avec les professionnels. En fonction de ces échanges-là, après c'est effectivement eux qui vont donner une orientation à leur futur parcours, parce qu'après je suppose que ces professionnels-là, ou éventuellement toi dans certains cas, pourront dire aux jeunes, eh ben, si effectivement ce dont je te parle, mon métier te plaît, tu as le choix de passer par tel parcours ou tel parcours, telles études. Je suppose qu'après on en vient là quand même. C'est exactement ça. C'est le but, c'est que ça soit les gens qui savent, qui orientent. Ouais, d'accord. Tu vois, moi, je vais prendre mon exemple personnel. J'ai toujours voulu faire chercheur quand j'étais petit, mais j'en ai jamais rencontré un avant d'arriver en stage en master. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux Donc dire. le nez dedans. Et c'est là que j'ai découvert les financements qu'il y a derrière. En fait, il y a différents, tu vois, c'est tissé d'une certaine façon que tu ne pouvais pas deviner si tu ne vas pas directement dedans. Ouais, c'est clair. Donc le but, en fait, moi, c'est de créer des relations de confiance parce que quand tu as 10, 11, 12, 13 ans, t'as pas l'habitude de parler à un adulte de ce que tu aimes. Mais en fait, c'est d'utiliser cette envie de découverte comme moteur. D'accord. Et en fait, mon plan secret derrière, c'est justement grâce à cette action-là de redonner du sens à l'école. Du coup, le petit qui a 12 ans qui veut faire pompier, il sait le parcours qu'il va faire, puisqu'il sait qu'il faut arriver là. Il va pas faire, bon, je vais peut-être faire ça, je vais faire un bac S parce que ça ouvre plus de portes, etc., etc. Non, il sait ce qu'il doit faire, donc en fait, il va avoir beaucoup d'énergie. J'essaie de maintenir le lien avec le professionnel, d'en faire découvrir d'autres, etc. Voilà, c'est ça un peu mon plan de bataille. Bah moi je trouve ça vraiment passionnant. Tu m'en as déjà un petit peu parlé dans le passé, mais là le fait que tu m'en reparles en détail, ça me convainc encore plus. Et ça sera une de mes dernières questions, mais on commence déjà à en parler si jamais il y a des gens qui s'arrêtent avant la fin et qui écoutent ça. Pour développer ce plan-là, tu vas aider des jeunes, donc alors typiquement entre 10 et 15 ans, ou tu t'ouvres à n'importe quel âge? Alors, moi, je fais principalement 10-18. 10-18. Parce que c'est là, en fait, c'est là que le processus d'orientation, que les choix sont faits. Oui. Après, bien sûr que je m'ouvre à plein d'autres choses, notamment les étudiants en première année. D'accord. Je m'en souviens plus précisément du taux d'échec en première année post-bac, mais il est énorme. Oui.
Ouais. Voilà. Et puis la petite anecdote rigolote, c'est que ma mère est à la retraite depuis maintenant 2 ans. Et elle se D'accord. demandait quelles activités elle pouvait faire à la retraite. Et en fait, j'ai appliqué cette méthode sur elle. Oui. Et ça a fait naître des choses. Donc voilà, je m'intéresse aussi aux personnes en reconversion, aux adultes, etc. Ouais. Euh, D'accord. Donc 10, 18 ans et puis plus ou moins 70 ans, quoi. oui, bah en fait, je fais Enfin, moins exactement la même 70 ans, méthode. Hein. C'est ça, de 7 à 77 ans. Ok. En fait, Oui, je tu fais utilises exactement la même. toujours la même méthode. Oui. Exactement la même, ouais. D'accord. Un adulte en reconversion qui a travaillé 20 ans à la Banque de France, et ben en fonction de, je repars de lui, de ses envies du Oui. moment, et je vais lui faire rencontrer des professionnels, des métiers qui visent. Et du coup, c'est comme ça qu'il va pouvoir voir s'il a les compétences, s'il n'en a pas. Ça va faire apparaître des besoins en formation, parce que quand on se réoriente, il y a forcément, enfin, très souvent des besoins en formation ou en auto-formation. Et puis, Oui. ça va créer justement ce réseau professionnel parce que les offres d'emploi, ben, peut-être qu'elles passent d'abord un peu en interne. Et du coup, Ouais. si la personne a ce qui intéresse l'autre, et ça peut être. Voilà, enfin, j'essaie de créer ces passerelles à tout âge. Mais moi, sincèrement, une de mes priorités, c'est les collégiens et les lycéens. Ok. Alors j'ai bien retenu 10-18. Ok. Donc tu as cette population-là que tu veux aider. Et après, en parallèle, tu les mets en relation avec des professionnels, Hum, donc de domaines les plus larges possibles et les plus hum, divers possibles. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, si jamais il y a des gens qui ont écouté jusque-là et qui comprennent ce que tu veux faire et qui sont des professionnels d'un domaine plus ou moins classique, hum. et je suppose que des fois on a besoin de gens qui font des choses assez originales. Ça peut être des gens que tu aimerais rencontrer enfin rencontrer, en tout cas échanger, discuter avec pour éventuellement aider des jeunes après. C'est ça? Oui, D'accord. un gros oui. En fait, j'ai une petite armée avec moi. Je me suis fait un tableur dans lequel je rentre les noms, les prénoms, enfin les contacts des personnes. Oui. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, le double effet de ça, c'est que les gens, quand ils parlent de leur métier, quand on les ressent sur eux, dans ce qu'ils font, tu vois, dans les actions, par exemple le pompier, je vais reprendre le pompier, ben peut-être que le fait de parler de son métier à un gamin de 12 ans qui a les étoiles dans les yeux, bah peut-être que ça a énormément de valeur pour lui. Ouais. Et du coup, j'essaye de me faire une liste de gens ressources, tu vois, dans tous les métiers. Et alors, Oui. moi, j'ai un principe aussi dans l'orientation, c'est d'essayer de ne pas la genrer, d'essayer, voilà, d'appliquer le moins de biais possible. C'est-à-dire que si un garçon veut faire, enfin, peu importe les métiers féminins, là, on voit avec tout ce qui est santé, ma mère a travaillé en crèche, il y a très peu d'hommes. Oui. Donc voilà, j'essaie de ne pas genrer du tout mon orientation. D'accord. Et inversement, hein, s'il y a une fille qui veut faire maçon, ben, je vais lui faire rencontrer un maçon, une maçonne. Enfin voilà. Ok. J'ai certains principes d'orientation. Mais oui, bien sûr, si vous qui nous entendez, vous voulez rejoindre mon armée et justement pouvoir échanger avec des jeunes sur ce que vous faites au quotidien, parce qu'en fait, vous êtes les seuls à savoir qu'est-ce que c'est que le métier d'infirmière libérale. Et ça doit pas être rose tous les jours. Et donc, moi, j'ai besoin de vous pour savoir, pour pouvoir dire à ces jeunes, ouais, c'est super comme métier, mais attention, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà, faire apparaître les contraintes aussi. Ouais, qu'ils aient conscience de la situation globale. Ouais, de la Ok. réalité du truc. C'est très clair. C'est très clair. Euh, bon, qu'est-ce que je vais te poser quand même les questions que je pose Oui, à tous mes invités. C'est pas forcément toujours exactement je sous les la même connais, forme, je les connais. mais il y en a quelques-unes qui reviennent. Par rapport à l'orientation, qu'ont tendance à penser les gens qui sont pas spécialistes de l'orientation, et quand on leur parle orientation, à quoi est-ce qu'ils pensent en premier, et dans le lot, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui l'est pas? Alors à quoi ils pensent souvent, c'est à leur histoire personnelle. Donc Ouais. ils aiment bien me raconter comment ça s'est goupillé, comment ils sont arrivés à leur métier actuel. Et le constat, c'est qu'ils sont très rarement passés
enfin, avec quelqu'un qui les aide sur cette question-là du qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qui est quand même un petit peu essentiel. Ouais. Du coup, les clichés qu'il peut y avoir, c'est le conseiller d'orientation qui est dans son bureau à se tourner les pouces en attendant que les élèves viennent le voir. Et du coup, qui va passer dans les classes pour dire que, je sais pas, ingénieur c'est bien, ou voilà, enfin, je trouve que c'est encore un domaine qui est assez, enfin, qui a besoin d'une nouvelle image justement plus positive et fraîche. D'accord. Je sais pas si j'ai bien répondu à tes questions. Si, je pense que je sais pas s'il y a vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est assez subjectif, si tu veux, ce que j'attends de mes invités. Donc voilà, tu m'as donné ta vision des choses à ce niveau-là. Donc moi, ça me convient. Super. Ça me convient. Et du coup, quelqu'un qui va vouloir s'orienter ou qui a un moment de réflexion, peut-être soit de changement de carrière comme tu dis pour des adultes, mais sinon pour des enfants, pour savoir est-ce qu'il faut qu'ils aillent dans un lycée général, par exemple, est-ce qu'il faut qu'ils passent, alors c'est maintenant, ça sera plus les bacs S, L et ES, mais telle option. Bon, une personne qui est dans une phase d'orientation, sur quoi est-ce qu'elle peut vraiment s'appuyer, à quoi elle doit vraiment réfléchir? Alors, ce qui peut être compliqué en ce moment, et puis même nous aussi, quand on passait dans ce tunnel de la terminale, etc., de l'orientation, c'est de se demander justement qu'est-ce que je veux faire après. Moi, tu peux pas construire une orientation en tâtonnant, en mettant un pied devant l'autre sans trop savoir où tu vas. Du coup, la question essentielle, c'est qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux être. Ouais. Et en fait, avec ça, le parcours d'orientation devient plus clair. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que la réforme a eu lieu il y a très peu de temps. On ne sait pas trop comment les écoles après recrutent, etc. Mais il faut se faire confiance. Allez pas en S si c'est pas censé pour vous. Pas en S, je dis. Ouais. Oui, faire les matières qui correspondaient au bac S avant. Ouais, pas le faire par défaut, en gros, c'est ce que tu me dis, quoi. Parce qu'en fait, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez perdre peut-être 1, 2, 3 années avant de vous rendre compte que vous seriez mieux à étudier les médicaments en pharmacie, peu importe en fait, ou directement travailler. Enfin, il n'y a pas de, je mets pas les études au-dessus du reste, mais justement s'orienter vers ce qui nous parle. Ouais. Et se poser ces questions-là, en fait. D'accord. Donc, en gros, ton principe sur lequel tu leur conseilles de s'appuyer, c'est de partir de l'objectif et de faire comment dire, un rétro-engineering. J'entends souvent ce terme, je sais pas comment on le dit en français. C'est ça. Oui, c'est. Oui, non, je l'ai pas non plus en français. Bon. Voilà, mais en gros, partir de l'objectif et dérouler dans le sens inverse pour voir par quoi on doit passer, quoi. Ouais. Ça serait ça ton conseil principal. Ouais. En ajoutant aussi, c'est exactement ce que je fais, c'est en ajoutant des rencontres avec le milieu professionnel qui nous intéresse. Parce que là, ça peut être un peu flou de s'orienter comme ça. Ça peut être un peu, c'est très insécurisant de se dire bon allez, je fais le choix de partir en études de peu importe. Du coup, rencontrer des professionnels de ce milieu, c'est mon conseil numéro 1. D'accord. Alors après, comment vous le faites ? Le réseau personnel, les copains, vous mettez une publication sur Facebook. Excusez-moi, est-ce que vous connaissez un super blablabla ? Ouais, rencontrer des gens. Le lien pour moi est hyper important. D'accord, ok. Bon, c'est important et au moins c'est clair. Maintenant que tu l'as dit, c'est clair au moins pour moi et je suppose pour les gens qui nous écoutent. Oui, si, j'avais une autre question là qui m'est venue. Imaginons, j'ai l'impression que c'est le cas quand même pour pas mal de très jeunes, de pas vraiment avoir d'idée de ce qu'ils veulent faire au final. Est-ce que t'as beaucoup de cas comme ça, ou est-ce que quand on creuse un petit peu, on arrive quand même à leur faire nous dire ce qui les inspire? Alors, oui, j'ai presque que des cas comme ça d'ailleurs.
Je vais te prendre un exemple d'une personne que j'ai vue. Donc là, on est dimanche. J'ai dû le voir vendredi, par visio, bien sûr, Oui, puisque évidemment. vive le confinement. Il est en 3e, il redouble et son établissement ne veut pas le laisser passer en seconde générale. Enfin, il est en ce qu'on appelle échec scolaire. Bon, je parle un petit peu avec lui. Il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, il sait pas trop vers quoi il veut partir. C'était ma première séance. Hein. Et puis, on commence à discuter. Je lui demande ce qui a de l'importance pour lui. Et tout de suite, il me dit lutter. Alors, tu vas voir, les mots sont très intéressants. Lutter contre les entreprises qui ont un effet très négatif sur l'environnement. Ah, ok. Alors du coup, je le fais réfléchir sur le mot lutter. J'essaie de lui faire comprendre qu'il n'y a pas que la castagne hein, comme lutte. J'essaie de lui faire creuser un peu ce sujet. Je lui propose différentes associations à contacter. Je lui propose tout un tas de choses. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, je vois que il a énormément d'énergie justement pour aider la planète. Et sincèrement, je vais te faire un petit aveu. Je crois que les collégiens, enfin les 2000, enfin tout ce qui est toutes les années qui vont arriver là, collège-lycée, sont très sensibles justement à l'environnement, mais presque de façon intuitive. Si tu veux, quand je lui ai demandé, vas-y, donne-moi des exemples, j'ai essayé de creuser un petit peu. Il y a rien. Enfin, tu vois, il y a pas de. Donc moi, je lui ai conseillé une chose, c'est de devenir expert de ça. Lis des bouquins, va voir des vidéos sur YouTube, contacte des gens. Et en fait, du coup, on s'est amusé, parce que moi, le but de cette exploration, c'est que ça soit concret, à imaginer un challenge qu'il puisse faire assez facilement. Et du coup, va naître peut-être, alors il faut que je joue avec lui, hein, c'est lui qui dirige ça, mais un tournoi Fortnite. Donc je suis sûr que tu connais ce jeu. Moi, je n'y ai jamais joué, mais non, j'ai jamais joué non plus, mais je sais ce que c'est. Ouais. Voilà, dont qui serait payant. Alors après, peut-être 2 euros, peut-être à voir, et dont tous les bénéfices seraient reversés à une association qui protège l'environnement. Donc là-dessus, il a tout un tas de choses à faire. Ouais. Et en fait, quand on a progressé là-dedans, il avait une énergie, il était intenable. Ah ouais. Ouais, et en fait, c'est une super histoire que tu nous racontes. Et tu vois, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Peu importe déjà si le tournoi va avoir lieu. Peut-être oui, peut-être non. Moi, je vais tout faire pour que oui. Mais le fait de ressentir que l'autre personne revit et que ça a du sens, bah, ouais. Moi, ça fait beaucoup sens pour moi. Ouais, je comprends. Donc, et du coup, ça c'était là. Tu m'as dit que c'était le premier rendez-vous avec lui. Donc c'est le début, c'est le début du parcours au sein de Futur. C'est ça. Donc vas-y, parle-nous un petit peu de ton projet et explique-nous un petit peu comment ça se passe pour un jeune donc de 10 à 18 ans qui veut réfléchir à son orientation. Voilà, explique-nous. Alors tu vois que c'est assez cohérent avec tout ce que je viens de dire. Alors c'est un outil qui est sur papier parce que voilà, je trouve que cette question de qu'est-ce que tu veux faire de ta vie a plus d'importance qu'un quiz de 20 minutes sur Internet. Donc j'ai essayé d'accorder de l'importance justement à ce temps-là et à l'écoute aussi du jeune. Donc c'est un outil papier qui tient sur une feuille A4. Et en fait, c'est plus une méthode d'exploration. C'est exactement celle que je t'ai dit. Alors, il y a 5 étapes bien définies. C'est mon petit côté mathématique, enfin, tu vois, rigoureux. Qui partent. La première, c'est on part de ce qui l'anime. Donc là, je laisse souvent 3 semaines pour cette étape pour déterminer les quatre choses qui vous animent. Qui animent le jeune. Donc là, il y a pas mal de faut creuser, hein, parce qu'un moi à 12 ans, qu'est-ce qui m'anime, je sais pas. Et j'aurais pas pu dire la transmission, peut-être. Donc c'est pour ça que c'est de l'exploration. Donc ça, c'est cette première étape. Et puis la dernière étape, c'est d'essayer justement de contacter les gens du monde professionnel. Donc j'accompagne de la première à la dernière étape, justement pour mettre à l'aise aussi le jeune, pour se demander qu'est-ce qu'on va demander au pompier. Qu'est-ce que je vais lui demander parce
Parce que si je reste devant lui en l'écoutant, en buvant mon café, non, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de liens. Du coup, c'est tout simplement ça. C'est tout simple. C'est un outil qui m'aide à faire cette méthode-là, qui se veut, comment dire, j'ai perdu mon mot en français. Ils peuvent l'utiliser après mon accompagnement. C'est-à-dire que si au cours de la vie, et c'est fort probable, il y a des intérêts qui changent, peut-être qu'on va devenir plus sensible à... Et ben en fait, on peut réappliquer la méthode pour trouver d'autres métiers, pour trouver d'autres personnes à rencontrer, pour essayer de se réorienter tout seul. Donc j'ai perdu le mot en français, c'est l'autonomie, voilà. C'est un outil qui se veut autonome. Ok. Et dans les cas où ils sont pas utilisés, où ton outil n'est pas utilisé en autonomie, la personne te voit ou fait une visioconférence avec toi une fois pour parcourir ces 5 points, ou est-ce que vous faites plusieurs rendez-vous? Comment ça marche? Alors c'est des suivis qui se déroulent sur entre 3-6 mois, des fois 1 an. D'accord. Donc ouais, en fait, je prends vraiment du temps pour parler de tout ça et pour mettre en confiance le jeune par rapport à soi. Parce que des fois, on a des envies... voilà, peut-être que l'environnement familial ne veut pas ça, peut-être qu'il y a... Donc, en fait, il faut du temps. C'est des mécanismes qui sont assez longs, tu vois, déjà pour se découvrir, pour savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Bah, la première étape, je peux t'assurer qu'on y passe pas mal de temps. D'accord. Donc, oui, c'est des accompagnements assez longs, mais après, on se voit une fois toutes les 3 semaines. 1 ou 2 heures. Ouais, tant que ça mûrisse. Oui, voilà. En fait, c'est... Ouais, c'est un procédé qui est assez long, hein, mais avec du concret à chaque fois, avec des choses à faire, des choses à réfléchir sur soi à chaque fois. D'accord. Voilà. Bon. Est-ce que par rapport à l'orientation, est-ce que par rapport à l'éducation, ce que tu veux, hein, du coup, tu aurais une ressource à conseiller aux gens qui écoutent? Donc quand je dis ressource, ça peut être un bouquin, ça peut être un site, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être, voilà, ce qui te traverse l'esprit. Quelque chose qui t'inspire toi, peut-être. Alors, j'ai un truc, tu me diras si c'est bon. On est en pleine période de confinement, les parents sont avec les enfants, ils doivent les éduquer, etc., faire les devoirs à la maison. Et du coup, moi, faut savoir que j'ai fait partie d'une association que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle les Petits Débrouillards, et en gros, qui permet de présenter la science de manière ludique aux 3-14 ans. Et du coup, ce qui est génial avec cet asso, c'est qu'on fait des animations, justement à destination de ces publics-là, mais pas uniquement, pour présenter des phénomènes physiques, chimiques ou mathématiques, de façon concrète aux jeunes. Et du coup, il y a un site qui permet d'avoir accès à toutes ces expériences, qui s'appelle le Wiki Débrouillard. Donc il y a plein d'expériences à faire chez soi avec du matériel qu'il y a chez soi. Donc en période de confinement, je t'avoue que c'est assez utile. Bien, bah c'est super. Donc comme d'habitude, hein, je mettrai le lien de ce site et des autres références que tu as déjà citées, que tu vas continuer de citer, parce que je sais que, enfin, je vais te demander autre chose. On mettra ça, je mettrai ça dans les notes d'épisode, et je vous en dis plus à la fin justement de l'épisode. Super. Bien. Est-ce que tu pourrais me faire un ultra résumé, un truc très court, le plus court possible, de ce que tu aimerais qu'on retienne de l'échange qu'on vient d'avoir? Donc moi je retienne et que les auditeurs retiennent. Tu peux prendre ton temps pour réfléchir. Voilà. Le tout, c'est que tu arrives à avoir un message clair et concis qui rentre bien dans la tête. De faire un résumé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Soit un résumé, soit pas forcément. T'es pas obligé de parler de tout, mais s'il y a un truc que tu veux qu'on retienne de ton passage de ton premier passage en tout cas sur principes fondamentaux. Oui, je crois qu'il faut être optimiste justement dans le monde de demain, et que pour orienter au mieux, pour éduquer au mieux, il faut construire des liens avec des personnes de confiance dans la société qui font déjà des métiers extraordinaires et qui le font de façon géniale. Voilà, tout simplement. C'est super. C'est vraiment super.
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire donc moi, par exemple, ou n'importe quel auditeur qui t'aura écouté pendant un petit moment maintenant déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi directement ou pour ta cause ou pour Futur ou pour t'aider? Je pense que le plus important, c'est déjà de transmettre ce message, voilà, d'inviter les familles à parler d'orientation, d'inviter les enfants à réfléchir à ça et d'aller voir justement ces mondes professionnels qui les intéressent. Et deuxièmement, peut-être d'identifier les personnes qui sont dans votre entourage et qui auraient le plus besoin de ces conseils-là, et justement d'essayer de leur apporter de l'aide, alors soit en me contactant, soit vous de votre côté. Mais faut pas, c'est pas un débat qui peut être mis sous le tapis pour moi. Donc voilà. D'accord, d'accord. Et justement, pour te contacter, quel est le meilleur moyen? Tu peux en citer plusieurs, hein, mais déjà, le principal. Je dirais ma page Facebook, ensuite mon numéro de téléphone, ensuite mon adresse mail. Donc c'est ma D'accord. page Facebook. Elle s'appelle D'accord. On mettra tout ça dans dans les notes Ouais. d'épisode, mais tu peux peut-être nous dire ta page Facebook, comment elle s'appelle, si les gens veulent déjà commencer à taper Futur, dans leur moteur de recherche Facebook. futur avec un point. Futur avec un Petite point. anecdote pour futur, ça veut dire fiche utile pour trouver un rêve. Ah bah alors ça c'est très important parce que tu vois, j'étais pas au courant C'était la et j'aime beaucoup. Vas-y, redis-le une dernière fois. fiche utile pour trouver un rêve. C'est super. C'est super. Bon, bah je crois. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de ce que tu avais à nous dire? Oui. Bien. Et ben, si on a fait le tour, on va arrêter là-dessus sur fiche utile pour trouver un rêve. C'est ton outil pour aider les jeunes principalement, mais pas forcément Mm. uniquement, mais pour aider les jeunes de 10 à 18 ans à s'orienter justement en explorant et en rencontrant des gens qui font ce qu'ils pensent Mm. vouloir faire, mais pour le moment ils sont pas encore sûrs. Euh, voilà. Donc je pense que s'il y a quelqu'un là qui nous écoute, qui est un professionnel et qui voudrait participer, donc quelqu'un de la région de Clermont-Ferrand ou pas forcément, vu que de toute façon, bah tu fais de la visio en ce moment, tu es obligé et je suppose que tu continueras d'en C'est faire ça. après. S'il y a quelqu'un comme ça qui veut aider, qui veut soutenir ta cause, et ben direction les notes d'épisode pour trouver tout ça, pour trouver ton adresse email et éventuellement ton numéro de téléphone et aller sur la page Facebook de Futur parce que tu mets de temps en temps des choses dessus et puis on peut te contacter C'est aussi. ça. Et évidemment, s'il y a dans votre entourage quelqu'un qui veut savoir où il va, et ben peut-être que ça vaut le coup de parler à Pierre et d'utiliser son outil pour vous faire gagner du temps et pour vous amener dans la bonne, pas dans la bonne direction, dans la direction qui doit être la vôtre, quoi, tout Génial, simplement. c'est exactement ça. Bon, et ben c'est parfait. Et ben sur ce, mon cher Pierre, je te remercie d'avoir pris ton temps en ce week-end confiné. Est-ce qu'il neige toujours? Oui. Donc on est quand même, on enregistre fin mars et il a neigé pendant 2 Ouais, heures dans la plaine à côté de Clermont-Ferrand. c'est chouette. Voilà, donc je suppose que de toute façon, tu serais pas allé Non. dehors pour ces diverses raisons, mais merci quand même d'avoir été là pendant ce moment et d'avoir pris le temps et d'avoir donné ton énergie aussi pour nous expliquer tout ça. Un grand merci à toi pour ton écoute, tes questions et puis ce magnifique podcast. Vraiment, Bon, eh ben, grand merci. voilà, si tu peux, si t'as apprécié cette expérience, c'est tout ce que je souhaite.